Bon, aujourd'hui, je vous avoue, j'ai vraiment pas trop envie de faire de vannes parce que hier on a eu tous très chaud, voire trop chaud. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix de Bahreïn 2020, c'est parti. Donc la première réaction, évidemment, on va parler de l'énorme crash terrifiant de Romain Grosjean qui est sorti de la piste au virage numéro 3, la sortie du virage numéro 3, il a tapé le rail de face à 221 km/h, il a traversé ce rail-là, ça a coupé la voiture en deux, la voiture a pris feu, il est resté 28 secondes dans les flammes, il a réussi à s'extraire lui-même de sa monoplace, à passer par-dessus le rail. Il n'a que des brûlures sur le dos des mains et sur les chevilles, il me semble. Il n'a pas de fracture, il va bien. Il devrait sortir de l'hôpital mardi, je crois, et on devrait en savoir plus au fur et à mesure de la semaine, évidemment. Encore une fois, c'est le moment de parler justement de cet instinct de survie, de l'adrénaline que vous procure l'instinct de survie pour justement vous extirper de ce genre de situation. Le corps humain est capable de faire énormément de choses juste par l'instinct de survie, c'est quelque chose de très mental, c'est pas quelque chose de forcément physique. Et donc on a tous eu la preuve qu'aujourd'hui les pilotes de Formule 1 en règle générale sont tous des héros et même des super-héros parce que c'est terrifiant. Bon alors forcément on va parler du crash en lui-même. Si on regarde bien l'accident en lui-même, la probabilité en fait qu'il tape de face à cet endroit-là, elle est minuscule, elle est minime. Faut vraiment, encore une fois, comme d'habitude pour des énormes crashs comme ça, faut toujours un espèce de concours de circonstances. Tout le peloton se retrouve à gauche, il y a eu un espèce d'effet d'accordéon parce qu'il y a eu un tri-wide au virage 2 qui a pas fonctionné, donc ça a ralenti, etc. Il y en a qui sont partis à gauche, à droite, et donc forcément Romain Grosjean arrive, voit que à gauche c'est bouché, il va à droite, il commence à s'orienter, à orienter le museau de sa voiture vers les barrières, du coup, pour pouvoir dépasser. Il tape Daniil Kvyat, qui lui l'envoie directement dans le rail. Le rail est relativement proche. Est-ce qu'il est mal placé? Je suis pas sûr. Encore une fois, les rails on les place pas au pif sur les circuits quand on les construit. Donc il se retrouve dans le rail et il subit un énorme crash. Alors quand la voiture tape, en fait, on voit le rail qui se déforme légèrement sous l'impact. L'impact se situe entre deux piliers qui tient les glissières de sécurité à l'horizontale. Et entre ces deux piliers-là, du coup, il y a quand même une torsion qui peut s'exercer, mais arrive à un moment donné, dans ce crash, avec l'impact et la violence de l'impact, l'énergie se dissipe à travers la barrière, donc ça tout va bien, sauf que les piliers, eux, restent bien comme il faut, et en fait, arrive un moment donné où les piliers et les glissières arrivent à un point de saturation d'énergie emmagasinée, et donc, à un moment donné, les rails, ils disent, non, frère, je peux plus retenir la voiture, là, c'est terminé, donc les glissières cèdent parce que les piliers sont bien ancrés dans le sol et heureusement que c'est le cas, mais du coup les glissières cèdent, la voiture passe sous le rail, voilà, et donc l'énergie se redissipe aussi de cette manière-là, et donc derrière on a aussi de l'énergie qui est dissipée dans l'arrière de la voiture, parce que en fait finalement en passant sous le rail, ça fait pivoter toute la voiture, et donc l'énergie a besoin encore une fois de se dissiper parce qu'il faut bien qu'elle aille quelque part cette énergie, et donc ça fait scinder la voiture en deux, ce qui est une bonne chose. C'est très très impressionnant, c'est toujours très impressionnant, mais plus la voiture entre guillemets se disloque, moins le pilote subit les conséquences de l'énergie de l'impact. Et donc en fait effectivement en se disloquant, en scindant la voiture en deux, l'énergie se retrouve dissipée dans le moteur, etc., et dans tout le train arrière qui dégage. Donc c'est une bonne chose parce que si ça n'avait pas été le cas, peut-être que l'énergie se serait retrouvée du coup dans le corps de Romain Grosjean. Enfin c'est Grosjean qui aurait absorbé cette énergie-là. Et du coup, peut-être que ça lui aurait fait perdre conscience. Et c'est peut-être grâce au fait que la voiture s'est scindée en deux qu'il n'a pas perdu connaissance et qu'il a pu s'extraire derrière de la voiture. Encore une fois, c'est toujours des images très impressionnantes qui font un peu froid dans le dos, mais qui sont nécessaires parce que du coup, l'énergie se dissipe et donc le corps du pilote est le moins impacté possible. Alors forcément, comme le réservoir se situe entre le cockpit, donc carrément sous les fesses, et dans le dos du pilote, et entre le moteur, suffit que la barrière ait bien cédé comme il fallait, suffit d'une étincelle, il suffit des batteries peut-être un peu chaudes, il suffit d'un câble qui relie le réservoir au moteur qui cède avec de l'essence qui coule, il suffit aussi que la glissière ait pu sectionner, ce qui arrive très très rarement parce que les réservoirs sont faits d'une telle manière que c'est très compliqué de sectionner et que le carburant sorte. Suffit de pas grand chose et en fait effectivement à ce moment-là ça devient un brasier, ça s'enflamme tout simplement.
Est-ce qu'on peut qualifier ça d'explosion? Je sais pas. Encore une fois, il n'y a pas eu de détonation, mais en tout cas, effectivement, tout prend feu parce qu'il y a une étincelle ou une chaleur un peu trop importante et pff, ça prend feu. Juste pour parler un petit peu du pic d'énergie de l'impact qui est estimé à 53 G, donc c'est 53 fois le poids du corps de Romain Grosjean. Ce qui équivaut aux environs de un petit peu moins de 4 tonnes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que alors ce chiffre, il est très impressionnant, mais il ne veut pas dire grand-chose. Enfin, moi, je trouve qu'il veut pas dire grand-chose. C'est toujours comme ça, on prend toujours le pic en fait d'énergie qui a été pris. Ce qu'il faut savoir, c'est que au moment de l'impact, la courbe de l'énergie que va subir le pilote va monter d'un coup, va faire un pic, puis va se redescendre au fur et à mesure que l'énergie se dissipe à travers les rails, à travers l'arrière de la voiture qui se casse, à travers les glissières qui cèdent, etc. Et donc du coup, l'énergie va redescendre tout de suite. Donc à chaque fois que vous avez un impact, vous avez tout de suite un gros pic et ça redescend. Donc on prend toujours ce pic-là, c'est très impressionnant, mais en fait ça s'est joué sur quelques millisecondes, mais vraiment 3 fois rien. Après, moi, ce que j'aimerais bien savoir, et je pense qu'on le saura peut-être jamais, mais c'est d'avoir la moyenne des G encaissés pour vraiment comprendre combien il a pris de G réellement dans le corps, que c'est 53 G qui durent une fraction de seconde. Alors derrière, effectivement, hein, on va pas se le cacher, il s'est pris une énorme claque dans la tronche. Donc voilà, mais faut toujours essayer de mettre en perspective ce chiffre, de toujours dire il a pris 53 G. Non, c'est inexact. Il a pas pris 53 G, il s'est pris 53 G pendant une très très courte période. Mais effectivement, pendant toute la durée de son crash, on sait pas, enfin en tout cas, on n'a pas les infos pour savoir combien de G il s'est pris au total pendant tout ce crash. Du coup, j'aimerais parler forcément un petit peu de l'aspect de la sécurité toujours dans cette première réaction. Le halo a clairement sauvé la vie de Romain Grosjean. On peut pas traverser une glissière de sécurité comme ça et être vivant encore. En témoigne François Sever qui lui s'est tué sur un crash extrêmement similaire en 73 à Watkins Glen. Le halo n'existait pas, je vous laisse imaginer les dégâts que ça a fait, ça n'a pas duré très longtemps. La voiture médicale qui fait toujours le départ et qui fait toujours un tour derrière le peloton au moment du départ pour justement, parce que c'est un moment très chaud le départ et il peut se passer beaucoup de choses. Et donc justement, c'est aussi fait pour que quand il se passe ce genre de choses, il y ait les médecins qui soient sur place très rapidement. Ça encore, ça c'est depuis Sid Watkins qui était le médecin en chef de la F1 pendant de nombreuses années justement. Donc forcément ça c'est primordial. Yann Roberts et le pompier qui ont permis avec leur extincteur de pouvoir repousser les flammes et permettre à Romain Grosjean de sortir, c'est extrêmement important. Et c'est le médecin de la FIA justement qui l'a rattrapé, le médecin de la FIA qui n'avait pas un casque intégral et donc du coup qui a eu quelques brûlures au visage lui aussi. Et c'est là où vous vous rendez compte de la violence et de la chaleur qui est dégagée et que, enfin, putain, waouh, voilà. Donc il a réussi à le rattraper au moment où Grosjean arrive à s'extraire. Les équipements qui sont inifugés chez les pilotes, donc les sous-vêtements, le haut du corps, le bas du corps, les chaussettes. Peut-être qu'un jour on mettra des sous-gants aussi dans les gants, parce que du coup c'est là où il est probablement le plus brûlé. Le casque intégral, le Hans, les ceintures de sécurité. Enfin bref, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Le Hans qui évite le coup du lapin et donc de briser la nuque, et auquel cas c'est terminé. Les ceintures, voilà. Il y a énormément de choses. La combinaison qui résiste pendant 15 secondes au feu, mais littéralement, tu fous le feu pendant 15 secondes, ça résiste. Donc voilà, l'aspect sécuritaire est extrêmement important et on voit toutes les améliorations qui ont été faites et qui fait qu'aujourd'hui Romain Grosjean est toujours en vie. Je sais pas si on peut appeler ça un miracle, mais toute la technologie qui a été investie depuis des années en Formule 1 fait que effectivement, il a pu réussir à sortir de sa voiture et justement à pouvoir avoir des blessures, on va dire, légères. Bon, alors forcément, pour terminer un petit peu sur cette première réaction un peu lourde, il y a plusieurs enseignements. Le plus gros problème pour moi aujourd'hui, que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi une voiture a traversé un rail. Ce n'est pas possible, c'est pas censé arriver. Alors, tu me dis Romain Grosjean tape le rail à 280 ou à 290, la violence du choc fait que, et là je dis bon ok. Mais là à 221 km/h, je trouve ça quasi presque peu entre guillemets au final par rapport à ce que peuvent subir des pilotes. 221 km/h, c'est pas énorme dans le monde de la Formule 1 pour nous. Enfin, toi tu te prends ça, t'es pas entraîné, c'est terminé. Mais là, encore une fois, je trouve que 221 km/h, je trouve ça pas énorme par rapport à ce que ça aurait pu être, quoi. C'est ça, en fait, qui m'étonne un petit peu. Le rail, est-ce qu'il est mal placé? Je sais pas, je pense pas, encore une fois. Est-ce qu'il faut revoir sa position? Oui, probablement. Est-ce qu'on va tirer des enseignements aussi du fait que Romain Grosjean se soit retrouvé dans le rail comme ça?
Oui, probablement aussi. Est-ce qu'on va revoir la configuration des rails sur les circuits? Oui, il faudrait. Est-ce que ça va être fait? Ça, c'est une autre question. Mais voilà, ça fait partie des choses à revoir. Aussi, le pompier qui arrive de l'autre côté de la piste et qui s'arrête, dégoupille et se fait aider par le médecin de la FIA, dégoupille son extincteur pour pouvoir l'utiliser. Là, on perd 1 à 2 secondes et je pense personnellement, on peut pas se permettre de perdre 1 à 2 secondes quand l'autre il est dans un brasier, dans le feu total. C'est 1 à 2 secondes qui sont mais tellement cruciales. Alors encore une fois, moi je suis dans mon canapé, on est tous dans notre canapé. Comme on sait pas comment on aurait géré ce genre de situation, mais d'autant plus, c'est un enseignement qui est important parce que il faut que ces pompiers-là, encore une fois, c'est pas les mêmes pompiers que en Occident, que à Paris, que à New York, que au Japon. Je ne sais, je sais pas, tu vois. Mais effectivement, c'est pas forcément les mêmes formations, les mêmes besoins, etc. Mais s'il y a des pompiers qui regardent, je veux bien avoir des conseils entre guillemets parce que ça peut aussi servir pour tout le monde, en vrai, de savoir dégoupiller un extincteur au cas où il y a un feu et tout. Mais j'ai du mal à concevoir qu'on ait 1 à 2 secondes, que le médecin de la FIA soit obligé d'aider le gars pour justement repousser les flammes et tout. Il y a 1 à 2 secondes qui se perdent, c'est un enseignement, encore une fois, on va pas lui en vouloir, tu vois, mais c'est quand même, il y a quand même quelque chose à faire là-dessus, quoi. Encore une fois, et je le dis depuis des années, il faut, comme en IndyCar et comme en NASCAR, qu'il y ait une équipe de commissaires de piste, de pompiers, de médecins, qui suivent les Grands Prix de F1 sur toute l'année et qui suivent tout ça et qui sont formés et dont c'est le métier et que ce ne soit pas que des bénévoles. Les bénévoles, oui, ils sont passionnés, ils sont formés aussi. Ceux de Monaco sont aujourd'hui les meilleurs incontestablement dans le monde. Mais encore une fois, je pense qu'à un moment donné ou à un autre, il faut une équipe professionnelle dont c'est le véritable métier. On peut pas juste dire à des gars, vous avez les premiers secours, on vous forme. Alors encore une fois, s'il y a des commissaires de piste qui regardent la vidéo, n'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires comment vous êtes formés, etc. Ça, c'est aussi une vidéo que j'ai envie de faire avec des commissaires de piste pour savoir comment ça se passe, etc. Mais il y a des trucs où, enfin, le pompier qui traverse la piste quand Pérez est sur le bas-côté à la fin de la course, c'est un pompier, c'est pas un commissaire de piste. Ça, c'est le B à bas de ne pas traverser la piste. Mais on n'est pas passé loin du drame. En 2019, à Monaco, il y a un commissaire de piste qui va récupérer un élément de carbone. Il y a Pérez qui sort des stands pleine balle. Là aussi, ça a été très chaud. Imola cette année avec Stroll. Les gars, là, à un moment donné, peut-être que c'est le temps de passer à un step supérieur, justement, pour dire, OK, stop, là, faut que ce soit professionnel, comme en IndyCar, comme en NASCAR, et que ce soit une équipe dédiée dont c'est le métier. Sur les enseignements, le reste de l'épave de Grosjean va évidemment être étudié, comme c'est le cas presque pour un crash d'avion avec la barrière, etc. On va en ressortir toutes les datas, etc. Et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé pour que justement on puisse tirer les enseignements et ne pas se retrouver dans une situation similaire. On s'est beaucoup focalisé aussi ces dernières années sur la sécurité de la voiture. Ça fait longtemps aussi que je dis qu'il faut effectivement se focaliser sur la piste, sur l'environnement des pilotes, qui est très important aussi, sur l'environnement, le circuit en lui-même, qui pour moi est aussi très important, parce que c'est pas normal déjà à la base qu'une voiture traverse un rail. Ça, c'est pas normal, quoi. Qu'on ait le halo, oui, évidemment, ça a permis de sauver la vie de Romain Grosjean, mais la base de la base, c'est de ne pas se retrouver dans la situation d'une voiture qui traverse un rail, quand même. C'est ça aussi la base de la base. Donc voilà, je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser me poser plein de questions dans les commentaires, notamment sur l'aspect psychologique de ce qu'on a vu, parce que ça aussi, là, je vais pas en parler là, mais c'est quelque chose de très important, je pense. Vous pouvez me poser des questions sur l'accident, etc. J'essaierai d'y répondre, de prendre aussi toutes les réflexions que vous me faites, et on en fera une vidéo pour la fin de la semaine, je pense, justement. Donc n'hésitez pas, encore une fois, j'essaierai de répondre du mieux que je peux, parce que j'ai pas la science infuse non plus. Faudra souffler un bon coup, mais encore une fois, on n'est jamais préparé à cela, et encore plus maintenant, c'est que quand vous allumez votre télévision et que vous regardez un Grand Prix de Formule 1, vous prenez le risque de vous exposer à des images qui peuvent être très choquantes, et on accompagne les pilotes dans le meilleur comme dans le pire. Et ça, faut en être conscient. C'est un des seuls sports, avec peut-être d'autres sports un peu extrêmes, genre par exemple le ski descente. Oui, bah là aussi, là on peut se faire très très mal, on peut même décéder. Mais effectivement, faut comprendre que un dimanche après-midi, on peut être exposé à des images extrêmement choquantes, et que voilà, faut pas oublier ça quand vous allumez votre télé. Donc encore une fois, voilà, vous me direz dans les commentaires et puis on fera une vidéo dessus. Deuxième réaction, on va parler de la stratégie. Allez, on va essayer de reprendre un petit peu notre souffle.
La stratégie de stop, moi j'ai absolument rien pigé, je suis désolé les enfants, mais c'est aussi peut-être parce qu'il y a eu le crash de Grosjean et qu'on était tous peut-être un peu sous le choc. Moi j'ai peut-être eu un petit peu du mal à me reconcentrer là-dessus. Est-ce que ça a apporté plus de spectacle? J'en suis pas certain, malheureusement. La lisibilité de la course a été vraiment très complexe, vraiment compliqué de ouf. Parce que les pneus marchaient pas de la même manière d'une équipe à l'autre. Chez certains, les softs ça marchait, chez d'autres c'était les hards. Finalement, bah non, c'était les médiums, etc. Et ça a été compliqué aussi de suivre les batailles qui étaient du coup un petit peu à distance parce que personne n'était véritablement sur la même stratégie. Ça nous a pas empêché d'avoir quelques combats rapprochés, mais franchement, c'était vraiment très différent pour tout le monde. Le truc, c'est que en fait, la stratégie 2 arrêts, c'était la seule possible. Alors oui, il y a eu Pierre Gasly qui a fait un arrêt, mais il a fait hard et hard. Donc normalement, il aurait pas pu faire un arrêt. Mais en fait, la stratégie 2 arrêts était la seule possible. Et ça nous a pas procuré le spectacle parce que pour avoir du spectacle, il faut qu'on puisse avoir le choix en termes de stratégie. Là, on n'a pas eu le choix. Donc, comme avant, où on a que des stratégies à un arrêt sur la majorité des courses, on n'a pas le choix. Là, en fait, ce qu'il faut, encore une fois, pour moi, pour créer le spectacle, il faut que la stratégie 2 arrêts et la stratégie 1 arrêt puissent être équivalentes, avec laquelle on va fonctionner et laquelle va pouvoir tirer le meilleur parti. Donc, mais il faut que les deux puissent être équivalents, que le 2 arrêts et le 1 arrêt puissent être équivalents en termes de performance. Là, ça n'a pas été le cas. Ouais, donc pas tant de spectacle que ça sur ces stratégies 2 arrêts, je pense. Ça n'a pas empêché quand même d'avoir des beaux combats rapprochés. C'est donc ma troisième réaction. Charles Leclerc qui nous a régalé dans ses combats rapprochés en termes de défense, notamment contre Sainz et contre Esteban Ocon. Alors oui, c'était super agressif, c'était très chaud. Mais c'est exactement en fait ce que j'attends d'une bataille, c'est à la limite, mais ça, franchement, ça a été nickel avec Ocon, ça a été roue contre roue, ça s'est respecté, mais ça a été vraiment bien agressif. C'est ça que j'ai envie de voir. Ça a été aussi bien filmé, ça nous a donné parfois un petit peu le haut le cœur et même Julien Febvre était parfois un petit peu en fonction des images qui nous sautaient littéralement à la tronche, voilà, en disant ouh là là le décalage, etc. Mais en fait, quand tu revois le ralenti, tu dis pas tant de décalage que ça, etc. Enfin voilà, l'attaque de Sainz sur Leclerc, elle est propre, elle est nickel. Leclerc a pas de défense un peu dégueu, mais non, ça a été nickel entre Leclerc et Sainz. Ça a été très bien filmé de manière assez impressionnante. Voilà, c'est aussi ça la Formule 1. Voilà, faut aussi s'habituer au fait que parfois il y a des choses impressionnantes et que c'est pas tout le temps dramatique. Justement, j'en profite sur cette troisième réaction pour parler des Ferrari qui étaient au fond du trou en termes de rythme. Ça a été vraiment super compliqué pour les Ferrari parce que qualif P11, P12 avec un espoir de remonter dans les points, mais ça a pas du tout marché pendant la course. Vettel qui est parti en tête à queue tout seul au virage 11, je crois. C'est après la ligne droite avec le DRS au retour. Il reprend l'accélération normale, sans toucher un seul vibreur, en étant précautionneux. La voiture part en tête à queue, mais incompréhensible. Il a aussi pas mal gueulé, entre guillemets, à la radio sur Charles Leclerc en disant « Ouais, mais là, il prend encore une fois des risques, etc. Il se met dans un trou de souris et tout. » Alors qu'on a dit au briefing, entre nous, que faut se laisser une marge de sécurité et tout. Le truc, c'est que Vettel a tellement pas confiance en la voiture qu'il a besoin de prendre une marge de sécurité qui est plus importante par rapport aux autres et que quand Leclerc, lui, prend moins de marge de sécurité parce qu'il est plus à l'aise, bah du coup, forcément, Vettel, ça le fout pas dans la meilleure des positions. Forcément, en termes d'approche de pilotage, ça a été un peu compliqué pour Vettel. Après, encore une fois, à un moment donné ou un autre, Leclerc et les pilotes sont pas là non plus pour enfiler des perles et se dire vas-y je passe, je t'en prie, non laisse-moi passer s'il te plaît, après vous monsieur. Non, à un moment donné oui, faut bien passer et faire quelque chose. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué parfois. Quatrième réaction, on va parler de la casse moteur de Pérez. Ça c'est un brisage de cœur en règle. Clairement, la course, elle était vraiment parfaite pour Pérez. Le week-end entier était vraiment très bien pour Pérez. C'est très dur pour Racing Point qui se fait retourner Stroll au deuxième restart. C'est très dur pour Racing Point parce qu'il ne marque pas de points alors qu'il devait en marquer 15 avec Sergio Pérez. Il ne marque pas de points au championnat pour cette troisième place qui du coup va revenir, en tout cas pour McLaren qui prend une grosse option là sur la troisième place. Vraiment horrible pour Sergio Pérez, le moteur qui casse à 3 tours de l'arrivée je crois. Le truc c'est que effectivement il ne s'arrête pas tout de suite, il a fait quasiment un peu plus de la moitié d'un tour avec le moteur qui lâchait de l'huile parce que la fumée blanche que vous voyez, pour ceux qui savent pas, la fumée blanche que vous voyez qui s'extrait généralement
du moteur quand il y a une casse, c'est de l'huile. Donc du coup, ça rend la piste un peu glissante. En fait, j'ai revu le onboard, etc. Ils comprennent pas tout de suite ce qui se passe. Alors oui, il y a de la fumée, elle s'échappe pas. Sur les phases de décélération, il n'y a pas de fumée. Sur la phase de réaccélération, il y a de la fumée. Et puis en fait, c'est que au moment où la voiture commence à prendre feu que là, sur les datas qu'ils ont, a priori, enfin en tout cas de ce que j'ai compris à la radio, c'est que non, là faut s'arrêter, frérot. Là, c'est la voiture prend feu. Non, là tu t'arrêtes sur le côté, stop. Mais aussi, il faut comprendre qu'il y a un enjeu quand même de la 3e place. C'est beaucoup d'argent, surtout pour des écuries comme Racing Point, comme McLaren, etc., qui jouent pas forcément les premières places. C'est beaucoup d'argent en jeu, donc on essaie aussi pendant tout ce laps de temps entre les premières fumées du moteur et le moment où ça prend feu, d'essayer de résoudre le problème aussi d'un point de vue peut-être électronique, etc., de jouer sur 2-3 paramètres pour se dire peut-être qu'on peut aller au bout, peut-être qu'on peut ramener encore quelques points, quoi. C'est un petit peu le désespoir. Est-ce que c'est dangereux? Qu'est-ce qui est dangereux? C'est ça aussi la vraie question, c'est est-ce que de l'huile c'est dangereux ou est-ce que se prendre un rail à 221 km/h c'est dangereux? C'est quoi la notion de danger? C'est quoi le niveau de danger? Voilà, encore une fois, Albon, il voit la fumée qui s'échappe depuis un demi-tour, il prend des précautions, les pilotes sont pas non plus idiots, enfin voilà, faut aussi, on est dans un sport à risque, il faut aussi savoir qu'il y a des risques qui sont pris. Voilà, je sais même pas si ça arrivait une fois qu'il y ait une voiture qui soit vraiment partie en tête à queue quand il y a eu un panache de fumée comme ça. C'est une vraie question, vous me direz dans les commentaires. Ça vous fait beaucoup de boulot dans les commentaires. 5e et dernière réaction avant un mini bonus. 5e réaction, c'est sur Renault. Et ouais, Renault, là c'est la catastrophe. Ça passe en Q3, il y a un potentiel de faire un carton plein, ils sont juste derrière Sergio Pérez, donc on se dit 2 contre 1 pour la bataille au championnat, c'est nickel. Les McLaren étaient pas aussi Norris était passé en Q3, pas Sainz qui était passé en qui avait eu un problème moteur et qui partait 15e. Donc on se dit Renault, ça y est, il y a un carton à faire. Et ben non, du coup ça s'est pris les pieds dans le tapis. Ça s'est retrouvé à se battre entre pilotes, ça a joué les consignes d'équipe entre Esteban Ocon et Daniel Ricciardo pour l'avantage de Ricciardo qui était plus rapide. Et puis finalement, ils essaient de faire une autre stratégie. Ils se retrouvent encore une fois les deux sur la piste au même endroit. Et là, tu te dis, non. Donc, ils sont en train de se battre, de perdre du temps, etc. Et à l'arrivée, ça prend pas beaucoup de points. Heureusement que Pérez, finalement, casse son moteur pour Renault. Mais derrière, ça m'amène au petit bonus, mesdames et messieurs. La très belle course de Pierre Gasly, 6e, fallait le souligner, mais surtout de McLaren et de Carlos Sainz. P4, P5 à l'arrivée. Sainz qui fait plus 10 positions. Bravo, McLaren qui prend l'option sur la 3e place du championnat, Renault qui se prend les pieds dans le tapis, c'est vraiment dommage. Donc voilà un petit peu cette 3e place, ça va être intéressant, mais clairement ça peut jouer dès cette semaine justement sur le 2e Grand Prix de Bahreïn. Rien n'est terminé, hein, mais voilà, ça va commencer à être compliqué. Puis alors, je parle même pas de Ferrari, la 3e place, je pense qu'elle s'est envolée hier, donc voilà. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce Fast 5. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve sur Twitter, sur Insta et sur YouTube pour parler F1 comme d'habitude. Je vous ferai une petite vidéo sur Romain Grosjean et sur tout l'aspect psychologique de ce crash pour la fin de semaine. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao, ciao.